minimum de 35, par exemple. La densité relative, il est normalisé d'un sable. Ça permet de voir est-ce qu'on est plus proche de l'indice des vides max, c'est-à-dire lâche, ou le minimum, c'est-à-dire serré. Alors, il y a une chose qu'il faut dire tout de suite. Un sable, quand il est dans un état dense, c'est-à-dire l'indice des vides minimum, quand vous le cisaillez, l'indice des vides ne peut qu'augmenter puisqu'il était dans un état minimal. S'il y a de l'eau dans ce sable, le fait de le cisailler, s'il est saturé, le fait de le cisailler, vous donnez encore plus d'espace à l'eau. Il n'y a aucun problème. Elle a l'indice des vides. Donc elle a la latitude de se promener sans problème. Si vous avez un sable qui est dans un état lâche, c'est-à-dire indice des vides maximal, vous le cisaillez, vous ne pouvez que diminuer son indice des vides. S'il est saturé et vous le cisaillez, l'eau vous allez l'expulser. Et donc vous allez la mettre sous pression. C'est-à-dire que la pression, les VA, elle peut vaincre, elle peut faire séparer les grains. C'est-à-dire qu'elle peut vaincre la pression effective entre les grains. C'est-à-dire la liquéfaction. Si vous avez un sable lâche, saturé, où il y a un séisme. Un séisme, c'est un essai de cisaillement grandeur nature. C'est un compactage dynamique. Comme il était dans un état lâche, l'indice des vides ne peut que diminuer. L'eau va se mettre à être expulsée. Et donc, elle se met en pression et le massif se liquéfie. Et nous, il y a un comportement. Donc, la liquéfaction, on ne peut pas la croiser dans les conditions. Il faut d'abord avoir affaire à un sable. Ensuite, qu'il soit dans un état lâche. Si dans un état dense, au contraire, le séisme marche bébé, puisque, dans ce cas, pour le sable, puisque l'eau va avoir la latitude de se prendre, sans problème. Et donc, il faut qu'il soit saturé. S'il n'est pas saturé, ça veut dire qu'il y a encore du vide pour l'eau. Donc, on va dire, la liquéfaction, vous êtes obligé de connaître l'indice de densité du sable en place. Ou elle est en place. Si vous prenez un échantillon, il ne peut être que remanié. Et si vous le remaniez, vous ne pouvez plus savoir quel est l'état de compacité in situ. Il y a un seul instrument dont je n'ai pas parlé, malheureusement, c'est le SPT, qui est le sondage carotté, un carottier qui est enfoncé. SPT, c'est un essai de mécanique des sols, contrairement au PDL, c'est-à-dire le pénétromètre dynamique. Le SPT renseigne sur l'état de compacité des couches sablonneuses. Mieux, il vous donne même l'angle de frottement. Donc le SPT, les pays anglo-saxons, il est utilisé qui met le pressiomètre aux États-Unis en dimension des barrages de l'SPT. C'est un instrument sérieux. L'SPT est mêlé pour les affouillements, pour détecter les couches affouillables. Les couches affouillables, ce n'est pas les couches cohérentes. Une argile, il faut vraiment du temps. Il faut qu'elle soit dans un état tout venant. L'SPT renseigne sur les essais qui sont propres au sol fin. C'est les limites d'Atterberg. Atterberg, c'est un chimiste suédois qui est devenu à la fin agronome. Il a vécu la fin du siècle dernier, ou même en 1916. Donc il est antérieur à la mécanique des sols. Mais les découvertes de terreau ont rejoint la mécanique des sols, et jusqu'à maintenant, les limites d'Atterberg, c'est très sérieux comme moyen de reconnaissance. Qu'est-ce que c'est que les limites d'Atterberg? Vous prenez une argile, en fonction de sa teneur en eau, elle peut être solide, elle peut être plastique, c'est-à-dire déformable à la main,
elle peut même être liquide en fonction de la teneur en eau. Les limites, quelle est la teneur en eau? Oui, elle passe de l'état plastique à l'état liquide et on a la limite de liquidité. C'est une teneur en eau. La limite de plasticité, c'est la limite entre l'état solide et l'état plastique. Donc c'est un essai qui est normalisé, pas de problème. La limite de retrait, elle est très peu utilisée, mais elle a son, fait des solvants flamboyants, elle a son intérêt. C'est l'état solide sans retrait. Prochaine aléa, la teneur en eau, si vous prenez un échantillon de l'argile, on a une teneur en eau comprise entre la limite de WS et WP, qui il y a toujours du retrait. تحت la teneur en eau WS, il y a la limite de retrait en dessous. Toutes les teneurs en eau inférieures à WS, il n'y a pas de retrait. La distance, autrement dit, la différence entre la limite de liquidité et la limite de plasticité. Autrement dit, c'est une plage de teneur en eau dans laquelle cette argile-là est dans l'état plastique. La longueur de cet intervalle, c'est WL moins WP. C'est ça l'indice de plasticité. Demain, l'indice de plasticité est clair. Demain, on a affaire à une argile sensible à l'eau. Puisqu'il y a toute une infinité de teneurs en eau dans laquelle elle est dans un état plastique, c'est-à-dire déformé. Les sols gonflants عندهم دائما un indice de plasticité élevé, mais 40 ou autre. Ça ne veut pas dire que 40 c'est un sol gonflant. Alors les sols gonflants عندهم la limite de liquidité كبيرة بزاف. عندهم l'IP كبير et la WL كبير. Les sols gonflants. Mais c'est pas à ça qu'on reconnaît un sol gonflant. Vous pouvez avoir un sol qui a WL كبير, qui a un IP كبير, mais qui n'est pas gonflant. Mais par contre, tous les sols gonflants ont une limite de liquidité كبيرة. Et puis l'analyse minéralogique pour savoir si on a argile en feuillet ou en grain ou la teneur en matière organique. Alors, la teneur en matière organique, les sols fins, il y a une matière organique importante, 30%. Sont des sols, une fois qu'on les a chargés, quand il y a la consolidation, le tassement de consolidation primaire, les classes, commence un nouveau tassement, il y a un de fluage. L'eau a été complètement expulsée, ça va continuer à tasser à cause de la présence des matières organiques. Donc c'est la détection de la... Dans un projet où vous avez à évaluer des tassements, il faut demander l'essai HDR, ce pourcentage d'essai chimique qui consiste... Enfin, c'est pas un essai, je crois qu'il brûle l'échantillon, la matière organique تنحرق ويبقى صحيح quoi. Donc c'est pas une double, يخرج لك le pourcentage. Et puis la teneur en carbonate. La teneur en carbonate, c'est elle qui vous dit si l'argile est une marne ou la. Donc une marne, c'est 70% de carbonate. La teneur en carbonate pour les routiers, c'est une bonne nouvelle. Parce que ça caractérise des sols qui ont une bonne portance. Même s'ils sont sensibles à l'eau pour d'autres raisons. Faire un remblai marneux, tant qu'il n'y a pas d'eau, et donc, ce n'est pas exclu de faire un remblai marneux par une carapace en matériaux insensibles à l'eau. Ce n'est pas quelque chose d'idiot, ça suffit. Les Chinois l'ont fait et les gens les ont traités d'esco. Le mauvais sol, alors que les remblais, on ne peut pas continuellement utiliser le tout venant de Oued. Jusqu'à quand? Tout venant de Oued, on a une couche de base non traitée, fait une chaussée.
quelques mots sur le compactage. Le but du compactage, c'est d'obtenir un gamma D maximal, c'est-à-dire le poids spécifique sec, maximum, c'est-à-dire un indice de vide minimal. Mais attention, quand on compacte, on ne cherche pas à expulser l'eau. C'est-à-dire que c'est la consolidation de domaine. Donc dans un projet de compactage, il ne s'agit pas d'expulser l'eau. Il s'agit de réduire. Un sol saturé est incompactable, au sens de la définition du compactage. لتحت كده ما فيش الطروازين كده كده الطروازين Oui. لا طروازين من تحت الطروازين Ah bon. الطروازين مش ولا لا بس ده ما تزيدش Quand تطفيش ça fait le jeu de couleur et voilà. خلاص ما تزيدش تطفيش Alors il faut faire attention à cette nuance. Il ne s'agit pas d'expulser l'eau pour le compactage. Et d'ailleurs, on ne peut pas le faire puisque pour expulser l'eau, c'est un processus qui peut prendre des années. Il faut du temps. Par un chargeur. C'est-à-dire qu'il y a la consolidation. C'est pour ça qu'on. L'expulsion d'eau, c'est la consolidation. Le compactage, c'est une réduction de l'indice des vides que l'on caractérise par l'augmentation du gamma D. Ça veut déjà dire que tu as compacté un sol saturé. D'ailleurs, il y a ce qu'on appelle le matelassage. جهة تهبط وجهة تطلع. تمني نجوز اللونجان يهبط ومن هي يطلع. تروح لليل هذا يهبط الاخر يعاود يطلع. Et on en finit. On ne cherche pas à faire varier la teneur en eau de compactage. Et on va voir que la teneur en eau est un moyen de faciliter le compactage. Pour un projet de compactage, il faut d'abord identifier le sol, c'est granuleux, limite, et teneur en eau naturelle. Un gisement à utiliser comme remblai. Mais chez le remblai routier, ça peut être une digue de barrage, il faut la compacter. Un barrage entier. Il faut une identification, il faut faire les limites, teneur en eau naturelle. Autre la classification végétale. Et puis l'étude en labo consiste à faire un essai Proctor. Proctor, c'est un ingénieur américain, l'essai en 1933. 1933, c'est 20 ans après la naissance de l'automobile. Donc, les routes, on commence à s'intéresser à ça. Donc, c'était l'industrie automobile, etc. La qualité du compactage, elle est fonction, c'est Proctor et les sables. Elle est bien sûr fonction de l'énergie de compactage. Donc l'énergie de compactage, ce n'est pas la puissance seulement, c'est la puissance multipliée par le temps. Une faible puissance au caractère compacté pendant très longtemps, vous pouvez avoir la même énergie avec un engin beaucoup plus important en moins de temps. Donc c'est une affaire d'énergie, pas de puissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que avec le compacteur صغير هذاك اللي كركروه باليد نقدر نطلع كومباكتي ان ربي عطيوني الوقت bon, le temps peut être prohibitif. Je peux mettre l'énergie de compactage d'un D8 تاع Caterpillar عطيوني الوقت. Donc l'énergie c'est la puissance multipliée par divisé par le temps. تقدر تكبر لا puissance وتصغر le temps. فهم. Alors, il a inventé un essai. Donc c'est un moule dans lequel il met un échantillon. Évidemment, c'est normalisé, donc il met 5 couches. Et il y a deux essais, l'essai Proctor normal et l'essai Proctor modifié. Il se distingue par le poids de la masse, la hauteur de chute,
le nombre de couches, les dirhams. Et puis le nombre de coups, il est le même, 25 heures. Il y a de mahrez. Et puis on compacte. Et puis aussi, comme l'échantillon qui vient de compacter de façon normalisée, où il trouve le gamma d'éther au spécifique sec. Où il trouve s'il a. Évidemment, il fait un compactage loin à une certaine teneur en eau. Donc c'est toujours 25 coups. Mais l'échantillon, il mesure gamma D. Il considère avoir compacté l'échantillon. C'est ça l'essai. Un gamma D. Il fait ça, donc l'essai porteur consiste à faire cet essai-là pour 5 teneurs en eau différentes. Et on trace une courbe. Donc il y a une courbe, on a la teneur en eau de compactage sur l'axe horizontal. Ou on a le gamma D obtenu vu le moule proctor. Et on utilise 5 points. 5 points qu'on relie par une courbe. C'est-à-dire qu'il y a la courbe proctor. Mais maintenant, on va chercher le maximum de la courbe. Le maximum, il y a le gamma D max, il est en compact. Et ce gamma D max, il est obtenu à une certaine teneur en eau, et on a la teneur en eau optimale. Et donc, le matériau ayant été testé pour l'essai proctor, un gîte, on fait un essai proctor, et on a un gamma D max, de l'essai proctor. Le gamma D maximum devient un objectif à atteindre pour l'entrepreneur pour le fixe CPS. Évidemment, on a l'entrepreneur, on a 100% de gamma D, on a 95%. 90%, tout dépend du problème. Évidemment, quand on est fait la couche de forme, ou quand on est fait les couches de base, ou là, les chaussées, les exigences peuvent aller jusqu'à 97% de l'optimum proctor. Alors, le proctor normal, on l'utilise des fois pour les rendre ou les modifier, qui nous sont les couches importantes, couches de forme. Alors, ce que vous voyez ici, c'est la limite de saturation. Évidemment, quand vous prenez un échantillon, quand il a la teneur en eau de saturation, vous ne pouvez pas la dépasser. Un échantillon de sol, saturé, une teneur en eau supérieure, il faut qu'il soit gonflant. Il faut que cet échantillon gonfle pour laisser de la place, pour absorber plus d'eau. C'est l'optimum proctor. Alors, une courbe qui est étalée, qui est presque horizontale, il faut toujours la préférer à une courbe qui est pointue. Ouais. Dans une courbe qui me... On a deux échantillons de sol. On a le compactage. Il y a une courbe Pourquoi? Parce que là, si vous le compactez, à une teneur en eau légèrement inférieure ou légèrement supérieure, le gamma D max il chute brutalement. Vous pouvez vous payer des erreurs sur les teneurs en eau. Parce que le chantier, teneur en eau, 5%. Comment maîtriser 5% où vous allez le compacter par couche? Déjà un matériau qui est 7. Teneur en eau en place, 1%. Pour le compacter, ils aiment 5%. Donc ils aiment 4% zéro. Donc il dit le camion citerne, il met sur la couche, il fait les robinets. On connaît le débit, donc il faut, à débit égal, il faut chercher la vitesse à laquelle il doit rouler. Et donc c'est difficile de garantir la teneur en eau objective. Et d'ailleurs, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est gamma D. On juge l'arbre à ses fruits. Une fois qu'il a terminé le compactage, on dit, il chauffe le gamma D. Il chauffe la teneur en eau. Et donc, un matériau qui est on peut se permettre des erreurs sur la teneur en eau. On n'est pas loin du gamma D optimal.
Les sols grenus, vous avez combiner la teneur en eau, le compactage. Mais les sols grenus, vous avez un remblai, un sable propre. C'est impossible de faire un remblai. Rien de déoul. Rien de la rater les palubes, les maçons, il faut l'emprisonner. Quand il est mouillé, il y a le sac chaud, il y a des richesses de la chaud. Mais quand on fait un remblai routier, on le fait pour l'été et pour l'hiver. Il ne faut pas une route qui donc il nous faut tout le problème de la géotechnique routière au genou, c'est d'avoir une route qui est capable de faire circuler les véhicules en toute sécurité, en tout temps. Donc il faut un peu de plasticité, les remblais. Il ne faut pas trop de plasticité, ouais. Si c'est trop plastique, il n'y a aucun problème. Vous pouvez faire une route en remblai d'argile à Ouergla, il n'y a aucun problème. Et vous ne pouvez pas la faire à Alger. Ou la faire chaque passage de camion, il y a une déformation. Mais il faut un peu de plasticité, mais je ne dois pas rembler, mais déjà là. Donc c'est toute la difficulté pour la mécanique des chaussées, la géotechnique routière, c'est de trouver des matériaux stables en tout temps. Pour les sols fins, je vous dis, elle est importante. Quand vous compactez à une teneur en eau supérieure à l'optimum propre, légèrement supérieure, vous obtenez un massif ou un remblai étanche. Si vous compactez à une teneur en eau légèrement inférieure à l'optimum, vous obtenez en revanche une forte résistance aux cisailles. Alors je vous mets. Si vous faites un remblai routier, il vaut mieux compacter en dessous de l'optimum propre. Puisque dans les remblais routiers, on cherche une résistance aux cisailles. Il y a des véhicules, des poids lourds qui passent. Et si vous faites un barrage en terre, il y a une circulation à part le barrage, il faut que la crête. Le barrage en terre, on lui demande de ne pas laisser passer l'eau par infiltration. Sinon, tout ce qu'on aura collecté l'hiver, il y aura l'évaporation. Donc on cherche, dans un barrage en terre, on a intérêt à compacter au-dessus de l'optimum propre. Donc ce n'est pas les mêmes objectifs. Contrôle du compactage. On mesure gamma D et W. Alors, Bekri, كيفاش كانوا يكونتروليو الكومباكتاج routier. Enfin, Bekri, les années 80. On utilisait le densitomètre à membrane. Donc on vient prélever le volume, le chevaux, les tubes. Ça prend du temps, l'entrepreneur a eu la couche mliha ou la. Bon, il y a autre chose à faire ailleurs, mais ça retarde les chantiers. Ils ont inventé des appareils qui sont beaucoup moins précis que le densitomètre à membrane. C'est les appareils, les gamma densimètres. Des appareils basés sur. Donc on envoie un rayonnement gamma, et plus le gamma D est élevé, plus il y a d'absorption. Je ne sais pas exactement quel est le critère qu'on retient. Et la présence d'eau, il permet même de donner la teneur en eau, avec les erreurs inévitables de mesure. L'appareil est en autoroxelaire. Donc il vient, il fond un trou dans la couche, 30 cm, et il va qui envoie un rayonnement gamma où il donne l'autoroxelaire très souvent, il gagne 103% de gamma. Bon, déjà, donc vous voyez l'imprécision qu'il peut donner. Il vous donne aussi la teneur en eau, ce qui permet de l'entrepreneur
Donc ça c'est actuellement on utilise beaucoup le gamma densité. À la place du densité qui a été abandonné, même des laboratoires qui pourtant est plus précis mais plus long. En 80, qui dit les Allemands de la Saïti, dont je consulte, les Allemands, le contrôle du compactage sur chantier, ils déroulent systématiquement à l'essai. Donc ça a plu à l'époque aux politiques puisqu'ils étaient pressés d'aller déchirer l'autoroute de l'Est, la rocade, ils étaient en chantier avec l'essai de plaque. Alors l'essai de plaque consiste à dire quoi une couche bien compactée, la plaque ne s'enfonce pas beaucoup. Donc l'essai de plaque va aider, il doit un double essai chargé, il va décharge, il va une deuxième fois. Donc il y a deux modules. L'écart entre le premier module et le deuxième module, etc., donne des critères d'acceptation ou de refus de la. Ce que je sais, c'est que les Français n'aiment pas laisser de plaques pour réceptionner le compactage des couches de rang. Ils l'utilisent évidemment pour le sol support, avec le décapage parce qu'il faut toujours cylindrer l'assise. Bon, avec, on ne va pas faire un proctor, on vient, on fait un essai de plaque. Mais à part les couches de rang, l'essai de plaque, à l'époque, Schlosser nous avait dit il y a des sols. C'est les sols qui les classes GTR, les classes B, le film, je vous ai les films. Compacter, sans atteindre le gamma des max, dire un essai de plaque, il y a pratiquement, il enregistre très bien, c'est un enchevêtrement. Mais à la longue, par les vibrations des camions, il y a un compactage dynamique qui se fait, et donc on assiste à des affaires. Donc, on dit que les classes à donner, la proportion des 80 microns va être. Il dit que cette plaque est dangereuse. Il y a un très bon renseignement. Mais il dit que qu'est-ce qui met le gamma. Exploitation d'une étude de compactage. Alors, qui m'a dit comme préférer les courbes plates. Si vous faites un essai proctor, vous trouvez des gamma D max inférieurs à 1,6, le sol. C'est probablement un sol à forte proportion organique. Entre 1,8 et 1,9 gamma D, c'est convenable, c'est bien. Supérieur à 2, c'est un excellent sol. En général, on a obtenu des gamma D supérieurs à 2 avec fait un remblai car la terre armée, les ICER, le pont des ICER, c'était une grave qui cimente les gars avec tellement fait une proportion de film qui avait avec l'eau de compactage, elle avait tendance à cimenter. Donc elle se compactait très bien. On avait obtenu des gamma D un optimum proctor élevé, un optimum proctor convenable, là c'est 5-6%. C'est un très mauvais signe, ça veut dire que c'est très difficile de compacter un matériau qui Alors, le pilonnage, alors les modes de compactage. Le pilonnage, quand on a des surfaces réduites, dans le bâtiment, quand vous faites la plateforme là, vous ramenez la dame sauteuse, c'est intéressant. Les cylindres lisses, ils sont très bien pour les sols cohérents non argileux. C'est-à-dire la classe B de ta GTR, la proportion à 80 microns. C'est excellent les sols qui donnent de grandes densités à l'optimum propre. Donc le cylindre d'air.
quand vous avez des sols non cohérents, c'est là que les déroules. Voilà. Vous faites une grave non-traite, fait une couche de base. Voilà, le rouleau à pneu, comme le sol n'a pas de cohésion, il a tendance à s'étaler. Le pneu, il enserre un enserrement qui fait entre les pneus, il y a les sols qui n'ont pas de cohésion. Donc il convient bien pour les sols non cohérents. Quand le sol est argileux, un remblai marne ou là, argileux, ben, et c'est le grès de pied de mouton. Donc c'est un cylindre fait des bosses. Les engins vibrants, c'est lorsque la granulométrie, tout en étant un sol on peut faire un remblai rocheux. Les engins vibrants sont indispensables. Le sable, comment on le contacte? Par vibration. C'est à peu près le même. Donc voilà ce que je voulais dire comme introduction à la mécanique des sols. Je vais écouter vos questions avant d'enclencher sur la mécanique des sols proprement dite. Mbarak, je suis عندك Mohamed. Bon, c'est juste une introduction. C'était pas le but de la formation réveillée, mais c'est une bonne introduction. Donc je vais enchaîner tout de suite là. Donc une petite pause le temps que je prenne le fichier de la suite. Et on reprend.